Vous pouvez humilier un enfant, mais priez pour que ce ne soit pas celui d'un roi. Bruit SEC. Une gifle retentit dans la cabine. Caméra sur le visage figé du garçon, puis sur l'hôtesse, haletante. Les passagers se figent. L'enfant décroche calmement son téléphone. Papa, elle vient de me frapper. Fondu au noir, puis, bruit d'alerte, le vol est suspendu. Musique dramatique monte doucement. Le silence avant la tempête. Le soleil s'était déjà couché sur la piste de Roissy. Le vol AF-108 venait à peine de décoller. Première classe. Calme. Presque vide. À l'avant, dans le siège 1A, un garçon s'installe, seul. 12 ans. Veste de velours beige. Livre à la main. Regard trop mature pour son âge, trop silencieux pour un enfant. Il ne dérange personne. Il observe. Il lit. Il écoute. Mais il dérange quelqu'un, une hôtesse à la voix dure, au geste sec, au principe rigide. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des histoires puissantes, vraies ou inspirantes à nous proposer, partagez-les en commentaire. On lit Toutes et certaines pourraient être transformées en vidéo. Votre vécu peut toucher des milliers de personnes. Je peux avoir un jus d'orange, s'il vous plaît? Elle ne répond pas. Elle le regarde, comme on regarde un gosse mal élevé. Les enfants doivent attendre. Je m'occupe des adultes d'abord. Il attend. 10 minutes. Puis 20. Il ose redemander, timidement. Et cette fois, elle se retourne brusquement. Combien de fois faut-il que je répète? Un silence. Un regard. Puis la gifle. Brutale. Sèche. Injustifiable. Un son court, net, résonne dans la cabine. Le garçon ne bronche pas. Il cligne des yeux. Respire. Reste droit. Tous les passagers ont entendu. Personne ne parle. Le monde semble suspendu, en équilibre sur cette seconde. Il lève lentement les yeux. Sort son téléphone. Compose un numéro sans regarder l'écran. Une voix décroche immédiatement. Papa, elle vient de me frapper. L'appel. Un murmure, un mot, un souffle à peine audible. Mais à 6000 km de là, dans une tour de verre qui perce le ciel de Dubaï, un téléphone privé s'allume. L'écran affiche un seul nom. Lui. Assis dans une salle de réunion silencieuse, entouré de cadres figés, il décroche sans hésiter. Il n'a jamais besoin de demander qui appelle. Il le sait. Papa, elle vient de me frapper. Pas de larmes. Pas de cris. Juste cette phrase. Lourde. Tranchante. Irréversible. Le silence qui suit est plus assourdissant que le mot lui-même. Le père ne parle pas. Pas encore. Il se lève. Calme. Droit. Ses collaborateurs se figent. Il n'a pas besoin de hurler. Car lorsqu'il agit, le monde se tait. Il décroche un second téléphone. Une ligne qu'il n'utilise jamais. Une ligne qui, lorsqu'elle sonne, paralyse les aéroports, réécrit les horaires, interrompt le ciel. Une voix répond à l'autre bout, tremblante. « Monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Et il dit, lentement, sans colère. « Faites atterrir cet avion. Maintenant. » Pas un mot de plus. Pas de justification. Juste un ordre. Pur. Incontournable. Dans le ciel, quelque part au-dessus de l'Atlantique, le cockpit reçoit un signal classé Alpha Inversion, un code d'arrêt immédiat d'urgence qui n'a jamais été déclenché auparavant par un civil. Le commandant se retourne, blême. On nous ordonne de dérouter. Destination, Reykjavik. La décision est prise. L'hôtesse, elle, ne sait encore rien. Elle continue son service, la tête haute, fière, certaine d'avoir remis un enfant à sa place. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle vient de toucher un héritier. Et que ce monde ne pardonne jamais une gifle donnée au sang d'un empire. L'arrêt brutal. Les lumières dans la cabine vacillent légèrement. Un clignotement presque imperceptible, mais suffisant pour alerter ceux qui savent observer. Les moteurs, eux, continuent de rugir, mais plus tout à fait de la même manière. L'itinéraire a changé. Personne ne l'a encore annoncé. Mais l'avion ne va plus à New York. Dans le cockpit, les pilotes échangent des regards inquiets. Ils ont reçu le message en code direct, une instruction rarissime, prioritaire sur toute autorité aérienne civile. Pas d'explication. Juste une injonction glaciale. Détour immédiat. Atterrissage d'urgence. Reykjavik. Vol AF-108 sous directive privée Alpha. Le commandant de bord se lève lentement. Ce genre de protocole n'existe, officiellement, dans aucun manuel public.
Il n'est déclenché que pour les puissants que le ciel ne peut refuser. Dans la cabine, le garçon est toujours assis, immobile, les yeux rivés à la mer de nuages. Il n'a rien dit depuis l'appel. Il ne le répétera pas. Il attend. Et dans son attente, il détient toute la force du monde. L'hôtesse, de son côté, poursuit son service, agacée par l'insistance d'un passager, irritée par l'indifférence du commandant, sourde aux frissons qui commencent à circuler dans l'équipage. Un steward murmure. On change de cap. Pourquoi? Ordre supérieur. Privé. Code alpha. Elle fronce les sourcils. Un doute germe. Mais il est déjà trop tard. 37 minutes plus tard, l'avion entame sa descente. Les passagers, surpris, entendent enfin la voix du commandant dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, nous allons effectuer un atterrissage d'urgence à Reykjavik pour des raisons techniques. Merci de rester assis et calme. Mensonge poli. Routine fabriquée. Derrière les mots, une vérité silencieuse hurle. Ce vol n'a pas été dérouté par une panne. Il a été soumis à une volonté plus forte que l'air, plus rapide que la lumière, plus froide que la vengeance. L'avion se pose. Pas de sirène. Pas de panique. Mais des silhouettes attendent sur le tarmac. 2 voitures noires. Vitres teintées. Un homme en manteau sombre, oreillette discrète, badge sans nom. Il monte à bord sans frapper, sans annoncer, sans demander. Il marche lentement jusqu'à la première classe. Le garçon lève les yeux. Un petit hochement de tête. Est-ce elle? L'enfant montre du doigt. Calme. Posé. Glacial. L'homme acquiesce, s'avance vers l'hôtesse, et sans élever la voix. Veuillez rassembler vos effets personnels. Vous êtes attendu à l'extérieur. Quoi? Mais, je travaille. Plus maintenant. Les passagers regardent. Personne n'ose parler. Personne n'ose filmer. Quelque chose dépasse tout ce qu'ils comprennent. Et tandis que l'hôtesse sort, escortée, humiliée, brisée sans violence. Le garçon, lui, ne bouge pas. Il a déjà tout dit. Le poids du nom. Dans le salon feutré de l'aéroport de Reykjavik. La directrice des opérations internationales de la compagnie vient d'atterrir par vol spécial. Elle ne comprend pas tout. Mais elle sait une chose essentielle. Quand ce nom surgit, on ne discute pas. Elle entre dans la pièce. Pas de costume. Pas d'écharpe d'autorité. Juste une femme de pouvoir terrifiée à l'idée d'avoir trop tardé. Le garçon est là, assis dans un fauteuil en cuir. Toujours seul. Toujours silencieux. Un verre de jus d'orange à la main. Ironie muette. Devant lui, 3 membres de l'équipage font face à un représentant officiel, l'air perdu, vacillant entre la gêne et l'incompréhension. Mais lorsque la directrice entre, elle ne regarde personne d'autre que lui. Elle s'avance. Elle ne parle pas tout de suite. Elle pose un genou au sol. Et devant toute l'équipe, devant les passagers, devant le silence du monde, elle s'incline. Nous avons failli, jeune homme. Vous méritiez le respect. Nous vous avons offert l'ignorance. Pour cela, je vous présente mes excuses. Un murmure glisse dans la pièce. Personne ne lève la voix. Car tout le monde comprend, maintenant. Ce garçon n'est pas juste un passager. Il n'est pas juste le fils d'eux. Il est un nom. Un empire. Une dynastie. Un simple regard vers son passeport, tombé au sol, suffit à étouffer la moindre interrogation. Ce nom-là n'appartient pas à un simple citoyen. Il est écrit sur des buildings à Lagos. Gravé dans les coffres de Genève. Chuchoté dans les salles fermées du G20. Dans ce monde, certains noms n'achètent pas le pouvoir, ils le construisent. Et lorsqu'ils parlent, les institutions plient. Lorsque leurs enfants souffrent, les continents se taisent. Ils ne voulaient qu'un jus d'orange, dit la directrice, les larmes aux yeux. Mais ce n'est pas pour le jus qu'elle pleure. C'est pour ce qu'ils ont révélé d'eux-mêmes. Leur mépris. Leur jugement. Leur réflexe. Ils n'ont pas vu un enfant. Ils ont vu une couleur, une classe, une silhouette. Et maintenant, ils voient un héritier. Et il est trop tard. La leçon. Le silence dure. Mais ce n'est plus le silence du choc. C'est celui de la honte. Dans la salle vitrée, les visages sont baissés. Les voix sont nouées. Les pensées, elles, hurlent. Comment ont-ils pu? Comment ont-ils osé frapper ceux qu'ils n'ont même pas pris la peine de regarder? Pas parce qu'ils ne savaient pas qui il était, mais parce qu'ils croyaient savoir ce qu'il n'était pas. Le garçon n'a encore rien dit. Depuis son appel, il a laissé le monde parler pour lui. Et le monde s'est effondré, tout seul. Mais au moment de repartir, alors que les journalistes s'agglutinent à l'extérieur, qu'Internet vibre de rumeurs.
et que les hashtags s'enflamment. Il décide de parler. Pas à la télévision. Pas aux médias. Mais sur son propre compte. Un compte à peine suivi jusque-là. Quelques photos, quelques lectures. Rien d'extravagant. Mais ce soir-là, il écrit un texte. Juste une page. Et il appuie sur publier. Ce n'est pas la gifle qui m'a fait mal. C'est la conviction avec laquelle elle a pensé que j'allais la mériter. Je n'ai pas été frappé parce que j'étais insolent. J'ai été frappé parce que, dans ses yeux, j'étais moins qu'un passager. Moins qu'un enfant. Moins qu'un être. Je n'ai jamais voulu que cet avion atterrisse. Mais il était temps que certaines mentalités, elles, tombent du ciel. Le texte fait le tour du monde en 2 heures. Partagé. Repris. Traduit. Il ne crie jamais. Il n'accuse personne. Il raconte. Et ce qu'il raconte est trop vrai pour être nié. Trop propre pour être attaqué. Trop fort pour être oublié. Les commentaires affluent. Des mères. Des enseignants. Des employés. Des pilotes. Des enfants. Tous reconnaissent quelque chose dans ces mots. Un geste qu'ils ont reçu. Une phrase qu'ils n'ont jamais osé contredire. Un regard qu'ils ont trop souvent croisé. Mais aujourd'hui, un enfant a parlé pour eux. Pas en leur nom, mais avec leur douleur. Et pendant que le monde encense son calme, lui reste simple. Pas de plateau télé. Pas de discours. Il retourne à sa vie, sans bruit. Car les gens puissants ne courent pas après l'attention. Ils la créent, sans la chercher. Et ceux qu'on écoute ne sont pas ceux qui hurlent, mais ceux dont le silence ébranle les murs. La chute. Il pensait que l'affaire passerait. Comme les autres. Comme toujours. Mais cette fois, le silence du garçon a fait plus de bruit que 1000 cris. D'abord, ce fut la presse. Pas les tabloïds. Les tribunes. Les journaux respectés. Les analystes. Tous ont senti qu'il ne s'agissait pas d'un fait divers, mais d'un miroir. Et dans ce miroir, les visages se tordaient. Celui de la hiérarchie aveugle. Celui de la routine impunie. Celui de l'arrogance trop longtemps nourrie. Puis, ce fut la finance. 3 grands partenaires se retirent. Des milliards évaporés en 72 heures. La valeur de l'action de la compagnie s'effondre, sans une seule parole de l'enfant. Juste son texte. Juste ses mots. Trop clair pour être oublié. Trop vrai pour être ignoré. Ensuite, la direction. Le PDG, en conférence de crise, n'a pas su quoi dire. Il bafouille. Il parle de malentendus, de réactions excessives, de malaise isolé. Mais il ne comprend pas. Le problème, ce n'était pas la gifle. Le problème, c'était la culture qui la rendait possible. Acceptable. Justifiable. Le lendemain, il démissionne. Officiellement, pour raisons personnelles. Mais dans l'ombre, un message a suffi. Il est préférable de partir. Avant que le nom de votre compagnie ne devienne le symbole d'un échec plus grand que vous. L'hôtesse, elle, disparaît des registres. Licenciée. Interdite de vol. Elle avait cru être l'autorité. Mais elle n'était qu'une preuve. Une preuve que certains frappent d'abord, puis regardent ensuite. Et quand ils regardent, ils ne voient plus un enfant. Ils voient la fin de leur carrière. Dans les jours qui suivent, une enquête interne révèle une culture toxique, étouffée, banalisée. Des témoignages affluent. Des mots jamais entendus trouvent enfin l'écho d'un simple regard posé sur un visage noir, calme et silencieux. Mais pendant que tout s'écroule, le garçon, lui, ne dit rien. Il ne s'affiche pas. Il ne jubile pas. Il n'insiste pas. Car les gens puissants n'exigent pas la justice. Ils incarnent ceux qui la déclenchent. Je n'ai pas besoin qu'on s'excuse 100 fois. Je voulais juste qu'on se souvienne. Et le monde, cette fois, n'oubliera pas. Le dernier mot. La tempête est passée. Mais dans les cendres de ce tumulte, il ne reste ni vengeance, ni triomphe, ni rancune. Il reste un nom. Et un souvenir. Gravé. Froid. Inoubliable. Le monde entier a assisté à la scène. Pas celle de la gifle, mais celle d'un monde qui s'écroule sous le poids de son propre mépris. Et pourtant, le garçon n'a jamais levé la voix. Jamais insulté. Jamais exigé. Il a regardé. Il a attendu. Il a laissé tomber. Quelques semaines plus tard, dans un amphithéâtre discret, lors d'une conférence privée sur l'éducation, on lui tend un micro. La salle est silencieuse. Les visages sont tendus. Même les puissants, cette fois, écoutent comme on écoute un orage qui approche. Il le prend. Lentement.
Et ils parlent. Pas longtemps. Juste assez pour laisser le monde entier avec une vérité qu'on ne pourra plus effacer. Je ne veux pas de leur punition. Je voulais leur attention. Et maintenant qu'ils regardent, je veux leur conscience. Je suis né dans un empire. Mais chaque jour, on m'a traité comme si je n'avais rien. Rien d'autre qu'un corps à contenir, une voix à ignorer, une présence à tolérer. J'ai compris très jeune que l'on me respecterait seulement si je possédais ce que l'on ne pouvait m'enlever. Alors j'ai appris à ne rien dire. Et à tout voir. Il marque une pause. Le monde entier retient son souffle. Ce n'est pas moi qu'il faut craindre. C'est le jour où chaque enfant comme moi comprendra que le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme. Et que parfois, il suffit d'un regard, d'un mot, d'un geste, pour que tout un système s'effondre. Il rend le micro. Et il sort. Sans escorte. Sans bruit. Sans tourner la tête. Depuis ce jour, son histoire est étudiée dans les écoles. Elle a été transformée en documentaire, en article, en plaidoyer. Mais lui ne cherche pas à exister dans les livres. Il vit, ailleurs. Loin. Calme. Car il sait que les plus grands changements ne viennent pas des cris, mais des silences qu'on n'ose plus briser. Et chaque fois qu'un enfant est maltraité, humilié, sous-estimé, quelqu'un, quelque part, murmure son nom. Non pas parce qu'il s'est vengé, mais parce qu'il a rappelé au monde que le respect n'est pas une faveur. C'est un droit. Et quand on le retire, le monde doit s'arrêter. Quand le monde apprend à écouter. Ce n'était pas une histoire de première classe. Ce n'était pas une histoire d'argent, ni de privilèges, ni même de pouvoir. C'était une histoire d'humanité. Une histoire qui commence avec une main levée et se termine avec des têtes baissées. Ce garçon n'a rien exigé. Il n'a pas hurlé dans un micro. Il n'a pas brisé de vitre, ni mis le feu à l'injustice. Il a attendu. Et il a regardé le monde tomber de lui-même. Parce que parfois, il suffit qu'un enfant reste droit pour que les adultes mesurent enfin l'étendue de leur chute. Et si cette histoire a ébranlé les plus puissants, ce n'est pas à cause d'une gifle. C'est parce qu'elle a révélé un système qui frappe sans réfléchir, qui juge sans regarder, et qui croit que la vérité dépend de la classe du billet. Mais la vérité, elle, ne prend pas l'avion. Elle atterrit brutalement dans les consciences. Aujourd'hui encore, cette histoire ne se résume pas à un vol détourné. Elle ne se résume pas à un garçon. Elle est devenue un rappel. Un rappel que le respect ne s'accorde pas en fonction du nom, mais de la nature. Pas en fonction de la fortune, mais de la façon. Pas en fonction de la couleur, mais de la conscience. Et désormais, chaque fois qu'un uniforme s'imagine au-dessus d'un cœur, chaque fois qu'un geste se fait trop vite, chaque fois qu'on oublie de regarder qui est vraiment en face, le silence de ce garçon résonne à nouveau. Le monde ne s'est pas arrêté parce qu'un enfant a été giflé. Il s'est arrêté parce que cet enfant, pour une fois, a été entendu.